Bonjour à tous, bienvenue pour le Calisthenics Science Podcast épisode 19 en compagnie de... Morgane, toujours là. 19e podcast aujourd'hui. Ça fait beaucoup. On est heureux d'être là. On a des bonnes questions. Ça va être cool. Et oui, on avance, hein, ça fait quelques temps qu'on n'a plus fait de podcast, 2 semaines je pense. On était pas mal occupés en ce moment. C'est la fin de l'année pour nous deux, on a des travaux à rendre. Et puis voilà, mais on a toujours du temps pour un petit podcast. Les travaux là commencent à être derrière nous. Et ça fait toujours plaisir de venir répondre à certaines questions. Donc, du coup, vu que ça fait quelques temps, on a reçu pas mal de questions sur Insta, donc c'est très 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 cool. Euh, des questions assez variées, un peu ça va changer un petit peu d'habitude, donc on va reprendre un petit peu ce rythme-là. C'est parti, j'annonce la première question et ensuite on déboulera sur le reste évidemment. Donc, on va commencer par une première question assez longue, donc elle m'a été envoyée en perso assez longue, donc je vais tout dire et on va y répondre par après. Donc la première question c'est une question sur le RIR, donc répétition en réserve. En gros, c'est quelqu'un qui nous demande, c'est Victor, il nous demande si on a de quoi lui. Il est à la recherche excusez-moi parce que je vais pas la dire brute comme ça. En gros, il cherche des échelles sur le RIR ou RPE. Il a bien compris le RIR, il cherche comment convertir son RIR en RPE et comment utiliser ces indicateurs pour bien adapter son programme en fonction de ses objectifs, donc force, hypertrophie. Mais il a du mal à estimer son RIR. Donc il a l'impression qu'il varie de manière importante, donc en fonction de sa forme du jour. Donc par exemple, il va faire une série et il va faire une première série et sa deuxième série, ses répétitions vont diminuer. Par exemple, s'il fait 8 répétitions avec 2 répétitions en réserve, donc un RIR de 2, il va souvent faire 5 ou 6 sur la deuxième parce qu'il va vouloir garder ces 2 reps en réserve. Ah non, c'était pour la quatrième série qu'il disait, donc là c'est un peu plus normal. Et ensuite, parfois il sent aussi que son exécution diminue, donc il va parfois un peu tricher sur sa technique pour réussir à compléter, pour réussir à maintenir son RIR et un nombre de répétitions plus important. Donc, il nous demande un petit peu comment est-ce qu'on utilise ça nous-mêmes et pour nos clients, nos coachés aussi. Donc, voilà, on va essayer de donner un petit peu nos conseils à ce niveau-là. Tout d'abord, j'ai sorti une grosse vidéo sur ce sujet. Après, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé de ça concrètement, mais donc voilà. Je te laisse y répondre, Morgane, hein, en premier temps. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette question. Déjà, il me semble que le premier élément, c'est qu'il a du mal à jauger son RIR. Alors, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, bien sûr, RIR, RPE, c'est un petit peu la même chose. Sauf que RPE, ce serait potentiellement plus objectif. Et non, pardon. RIR serait potentiellement plus objectif puisque c'est reps in reserve, donc le nombre de reps que vous pouvez faire. Et RPE, c'est rate of perceived exertion. Donc, c'est en gros le taux de fatigue perçu, c'est la difficulté perçue. Donc, c'est potentiellement un petit peu plus subjectif. Mais en réalité, quand vous donnez votre RIR, c'est également ce que vous pensez être votre RPE parce que vous ne savez pas être objectif. Bref, RPE et RIR, c'est la même chose, grosso modo. Donc, il a du mal à l'estimer. C'est normal, ça prend du temps de devenir bon avec les RIR et les RPE. Même, il y a des personnes qui ont plus de mal que d'autres. Et il évoque, ça dépend aussi des mouvements et des groupes musculaires. Donc, ça prendra du temps à devenir bon. Une chose qui peut nous aider à estimer notre RIR, c'est d'abord de filmer nos séries et de voir la vélocité, donc la vitesse de la phase concentrique à laquelle on finit notre série. Souvent, on commence à avoir une phase concentrique qui ralentit lorsqu'on arrive à 4-5 répétitions de l'échec. Donc ça vous permet déjà d'avoir un élément pour estimer un petit peu votre RIR, RPE, mais ce qui va vraiment vous permettre de mieux estimer votre RIR ou votre RPE, c'est de temps en temps d'aller faire des séries à l'échec pour vraiment savoir quel est votre potentiel max de répétition à une certaine intensité ou quel est votre DCRM ou bref, des mesures du type. Et bien sûr, quelque chose qui va de pair avec ces séries à l'échec, c'est le fait de traquer vos entraînements, de tout tenir dans un carnet d'entraînement. Et comme ça, au fur et à mesure des semaines et des mois, avec le temps, vous pourrez revenir en arrière et voir combien de répétitions vous faisiez à combien de kilos pour savoir comment a évolué votre niveau
Et pour savoir, par exemple, s'il y a un exercice que vous n'avez pas fait depuis longtemps, disons que vous reprenez le développé militaire, eh bien, vous pouvez regarder, si vous avez fait le développé militaire il y a 3 mois, quelles étaient vos performances, à quel RPE, à quelle intensité, pour pouvoir y revenir. Donc ça, c'est pour sa première partie de la question. Donc, il a un petit peu de difficulté à estimer son RIR. Également, il nous dit que son RIR, il a du mal à l'estimer de série en série. Enfin, il se demande si c'est normal que son RIR baisse au fur et à mesure des séries, ou alors qu'il fasse de moins en moins de répétitions avec un RIR donné. C'est normal, bien sûr, parce que si tu fais des tractions avec un RIR de 2 et que tu fais 10 tractions, bah, ta première série, ce sera 8. Ensuite, avec l'arrivée de la fatigue, il fera peut-être 7, 6, 5, des choses comme ça, en fonction potentiellement de sa typologie musculaire et du temps de repos qu'il prend. À savoir que le plus souvent, d'ailleurs, c'est un petit détail comme ça, si vous avez une bonne capacité de travail, c'est-à-dire que vous pouvez facilement, maintenir votre nombre de répétitions au fur et à mesure des séries, c'est certainement que vous allez répondre mieux à un assez haut volume d'entraînement. Et au contraire, si vous perdez rapidement en performance au fur et à mesure des séries, lorsque vous êtes proche de l'échec à un RIR donné, disons 1-2, eh bien potentiellement que vous ne répondrez pas très bien à des hauts volumes d'entraînement et que vous bénéficierez de des volumes d'entraînement un petit peu moins élevés. Ensuite, de comment on fait, nous, pour utiliser ça avec les clients. Alors, je ne l'utilise pas avec des clients débutants, parce que lorsqu'ils manquent d'expérience en général, et particulièrement qu'ils manquent d'expérience sur certains exercices, euh, c'est dur d'utiliser les RPE. En fait, on peut leur demander d'estimer, mais ils ne seront pas très bons déjà pour l'estimer, et on ne pourra pas en faire grand-chose. Et de toute façon, en fait, la surcharge progressive se fera très facilement pour les débutants. La gestion de la fatigue sera aussi assez facile. Donc, les outils d'autorégulation que sont les RIR et les RPE, ce sera surtout intéressant par la suite chez les athlètes un petit peu plus avancés. Mais oui, on peut poser des questions à nos clients, mais pas forcément en leur demandant quel était le RPE, le RIR. On peut leur demander comment ils se sentaient pendant la séance, s'ils ont senti que d'une série à une autre, pardon, il y a eu une grosse dose de fatigue qui arrivait d'un coup, des choses comme ça. Et bien sûr, à mettre ça en relief par rapport à leur sommeil, leur nutrition, leur timing d'entraînement pour savoir s'ils ont accumulé beaucoup de fatigue et qu'il faut deload, ou alors que c'était juste une séance pas dingue au vu des conditions environnementales de la séance. Je pense avoir dit beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a autre chose dans sa question? On a parlé du fait qu'il y avait du mal à estimer les RIR. Euh, il nous demandait si c'était normal que son RIR baisse au fur et à mesure des séries ou que ses refs baissent pour un RIR donné. Et en gros, il cherchait aussi une échelle qui convertissait le RPE le RIR en RPE. Ça, selon les auteurs, ça varie un petit peu. Je crois que j'avais pris celle de Revive Stronger, elle était pas trop mal. Oui, Après, c'est vrai que il y en a certaines où tu vas trouver des chiffres différents. Donc. Et puis le RPE, vu que c'est un peu plus intrapersonnel, on va dire, interpersonnel, tu auras plus de variabilité à ce niveau-là. Donc, faut connaître un petit peu le type d'athlète. C'est vrai que le RIR est quand même souvent plus pratique. Euh, ouais. Donc, moi, je peux rebondir aussi sur la question, comment est-ce que je l'utilise moi-même et avec mes clients. Donc, ouais, comme Morgan, je l'utilise très rarement avec mes clients, enfin, pas du tout encore, en fait. Parce que, en général, je construis tout avec eux, en fait, et donc je pars toujours de la base vers la pyramide, on va dire, vers le sommet de la pyramide, et je pars souvent en sous-maximal. Je vois un peu ses performances actuelles, boum, je fais du sous-max d'office, comme ça j'ai vraiment une marge de progression assez élevée, et à chaque cycle, vers la fin, ben, ils arrivent à des RIR qui diminuent, mais j'ai pas besoin de l'utiliser parce que je réfléchis tout pour eux. Après, ça pourrait peut-être être plus optimal. Donc là, je commence à y penser pour un de mes powerlifters qui est quand même, qui est quand même solide. Donc je vais essayer d'appliquer ça. Mais souvent tu as le coach qui va te dire, par exemple, j'ai un pote qui fait les trucs de renaissance périodisation. Boum, ils lui prescrivent son RIR de la séance et il doit le respecter absolument. Donc ça arrive, il va faire comme toi au final. Ça dépend de la capacité de travail, comme Morgan a dit. Donc, il va faire 8 reps avec un RIR de 2, et puis ça va peut-être diminuer en fonction de l'intensité. Moi, je pense que si ça diminue, soit tu as une typologie un peu trop nerveuse, ou alors
tu gères un peu moins la fatigue, ou alors tu as mis trop d'intensité dans ta série, quoi. Tu as peut-être mis 75 voire 80% sur ton 8 ou 10 RM, et c'est normal que ça diminue un petit peu. C'est pour ça que je commence souvent très, très light en début de cycle, et donc la personne a souvent très facile les premières semaines à taper 4 séries de 8 en général, et puis au fur et à mesure du cycle, ça diminue. Parfois, tu arrives à un peu un plateau en fin de cycle. En général, si c'est en semaine 4, 5 et qu'il y a un deload bien pas loin, ça me permet je dis à la personne de forcer. La semaine d'après, le deload et puis on repart sur de nouveau du sous-max ou un autre exercice ou plus d'intensité, moins de reps. Donc ça dépend un petit peu. Moi, personnellement, j'ai du mal à l'estimer pour moi. Donc je crois que j'ai une capacité de travail assez haute. Donc souvent, je suis vraiment capable de forcer et de faire je prends l'exemple de mon dernier cycle de force. Je devais faire 9 séries de 4 reps en dips à 70 kilos. La séance là, elle est passée, mais comme du beurre. Donc j'avais vraiment l'impression d'avoir 3 reps en réserve et mon RIR diminuait pas du tout sur les séries. Et la semaine d'après, après, ouais, là, il y a un biais parce que j'ai changé de barre, évidemment. Et donc là, j'ai mis 72,5. Et j'ai fait genre 3 séries de 4 et après, puis j'ai fait un échec carrément à 4, j'ai même pas calculé mon RIR et puis je me suis grillé comme ça. Donc ça m'arrive souvent sur des exercices de griller, enfin de pouvoir grinder beaucoup de répétitions, même si la barre bouge lentement. Donc ouais, il faut toujours prendre un petit peu en compte aussi la vitesse de la barre. Et puis quand tu parles aussi de technique d'exécution, donc ça on retrouve ça souvent dans les skills. Je voulais en parler dans ma vidéo, mais il fallait condenser condenser un peu les informations. Mais par exemple, tu vas tenir une planche et au fur et à mesure de ta série, tu vois que tes hanches descendent. Là, c'est déjà que si tu commences à casser la technique comme ça, souvent c'est que déjà que tu es un peu dans une progression trop importante ou que ton RIR est déjà au max. Donc, essaie de. En, en général, moi je me dis, tant que la forme est respectée, j'arrête la série dès que je commence à descendre. Et donc, ça veut dire que j'aurais peut-être potentiellement 2 secondes en forçant à fond avant la descente. Donc, ça, c'est un petit truc plus personnel que j'utilise. L'idée, c'est quand même de stopper avant, la, avant que la technique se dégrade. Ça dépend un petit peu de tes critères, de la phase où tu es ou du cycle. En général, en première semaine, essaye de pas du tout en arriver là. Et puis voilà, quand tu vois les hanches en général qui commencent à shifter ou quoi, faut essayer quand même si tu perds un peu la position de l'omoplate et des trucs comme ça, faut quand même faire gaffe et essaye de quand même rester vraiment bien technique. Parfois, quand tu fais des pompes handstand et que tu as un peu le dos qui creuse sur les dernières répétitions, voilà, il y a toujours des petits détails que tu peux garder un petit peu. Mais essaye que dans les premières semaines de tes programmes, tout soit impeccable quasiment. En général, ça c'est une bonne règle d'or. Et plus tu avances, plus tu peux te permettre un petit peu. Mais essaie toujours de garder quand même ces critères et d'être sûr d'avoir au moins progressé, quoi. Donc admettons, tu dois faire un 5 série de 5. Ta première série de 5, elle passe nickel. Ta deuxième, t'en fais 4 et ta dernière rep, elle est crade. Puis t'en fais 4 et puis tes 2 dernières reps sont crades. Tu peux te dire un peu que la semaine d'après, tu vas faire 5, puis 5 propres sur la deuxième, et puis que tu vas t'autoriser une dernière rep crade sur la troisième série, quoi. Bon voilà, c'était un peu des trucs. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le RIR. On a beaucoup de questions aujourd'hui, donc je pense qu'on va devoir. Donc on pourra en reparler beaucoup, hein. Donc le RIR, ouais, c'est vraiment un outil qui est ça permet d'optimiser un peu et d'optimiser un peu l'individualisation des programmes pour les personnes aussi. Ouais, donc par exemple, tu peux voir aussi que si la personne a une faible capacité de travail, tu sais que tu vas pouvoir lui programmer peut-être moins de séries pour son prochain cycle ou directement adapter. Parce que parfois, on prescrit trop de séries à la personne, alors que si on avait prescrit un petit peu moins, c'est parfois mieux. Donc voilà. Prochaine question. Donc, on a
Oh, j'ai oublié son nom, je l'avais ici. Ouais, donc Rémi LCT qui nous demande le meilleur ou les meilleurs exercices pour le front lever. Donc ouais, j'avais laissé Morgane répondre à la première, Vas-y, j'enchaîne directement. commence sur celle-ci, ouais. Donc yes. Alors, donc les meilleurs exos pour le front, bah, c'est le front lever, tout simplement. Donc la spécificité avant tout. Bah, pour répondre vraiment court et précis, moi je trouve que le meilleur exercice pour le front lever, c'est un exercice qui va combiner à la fois une phase concentrique, une phase excentrique sur toute l'amplitude du mouvement, avec une pause isométrique bien faite. Donc par exemple, on partirait en suspension complète, on essaierait de monter en fonction de sa capacité en fonction de son niveau. Donc si on est balèze, on va monter en full front lever. Si on est moins bon, c'est comme déjà pour les outils, vous aurez toujours plus facile à le faire sur anneau, parce que si vous mettez par exemple, pour la prochaine progression, si vous le faites en tuck sur une barre, vous allez avoir du mal à monter jusqu'en haut. Ou alors vous allez devoir faire un deadlift inversé, ça peut être sympa aussi, ça, c'est une sorte d'exercice. Donc partir en bas en suspension, monter jusqu'en haut. Donc un front lever pull, un straddle front lever pull, un half lay front lever pull. Donc le half lay, c'est avec les genoux fléchis. Et celui-là, il est assez compliqué, mais un qui est vraiment pas mal utilisé. Je crois que je voulais en faire une vidéo là-dessus justement. C'est le half lay straddle frog, ça s'appelle. Et donc, en gros, tu as en half lay et tu écartes les jambes en straddle. Et ça permet quand même de garder une bonne extension de hanche sur la montée, ce qui est vraiment intéressant. Ensuite, on arrive jusqu'en haut du mouvement. Donc, on essaie de monter assez explosivement, sans utiliser de balancement, évidemment. Ensuite, on fait une phase excentrique. Bah, ça dépend un peu du timing. Et on s'arrête à l'horizontale, faire une petite pause isométrique pour avoir le mouvement et redescendre. Et après, le nombre de répétitions et tout dépend un peu du cycle dans lequel on est. Si je devais donner un exercice le meilleur, bah, ça serait un qui combinerait ça. Voilà, je sais pas si tu as d'autres. Ouais, ouais. En fait, bah déjà, dans la question quel est le meilleur exercice front? Bah déjà, pourquoi se limiter à un exercice? Il y en a plein qui peuvent être intéressants, mais s'il doit en avoir qu'un seul, comme a dit Alexandre, ce serait un mouvement non pas isométrique, mais isotonique, et même peut-être quelque chose qui combine à la fois l'isométrique et l'isotonique. Donc isotonique, on n'entend pas souvent ce mot, mais c'est uniquement pour dire qu'il y a une phase concentrique et excentrique, quoi, que c'est un mouvement dynamique. Pourquoi? Parce qu'en fait, les statiques sont bien pour vous apprendre à utiliser la force que vous avez, pour vous apprendre à utiliser, comment dire, les statiques, c'est bien pour apprendre la technique d'un élément. Bah, surtout Pour si votre exprimer ça. élément est statique, en fait. C'est bien si vous êtes déjà fort pour vous apprendre à exprimer ce qu'il vous faut, quoi. Mais disons que si on doit prendre une comparaison avec du squat, que votre squat de composition, c'est le squat barre basse, pardon. Il va falloir faire du squat barre basse un jour pour être le plus fort possible, parce que vous n'allez pas découvrir l'exercice à la compétition, mais vous pouvez très bien avoir un bon niveau de squat barre basse en ayant fait beaucoup de fentes, de leg press et de squat barre haute, parce que tout ça va vous amener à avoir un meilleur squat barre basse. Juste, vous ne serez pas le meilleur en squat barre basse si vous ne faites pas de squat barre basse, parce que vous n'aurez pas exactement la bonne technique. Bah, pour le front lever statique, c'est pareil. Si vous êtes très très fort en tirage, vous êtes très fort sur les variantes dynamiques de front lever, donc les front lever raises, et bien forcément, genre si vous êtes un monstre en full front lever raises, vous avez un front lever isométrique en fait, parce que vous faites une phase dynamique avec votre poids de corps, alors que sur le front isométrique, vous pourrez le tenir un petit peu plus longtemps, parce qu'on est un petit peu plus fort en isométrique qu'en concentrique, et on est un petit peu moins fort aussi en isométrique qu'en excentrique. Bref, en fait, si vous êtes très fort en dynamique, naturellement, si vous êtes très fort en dynamique avec une variante difficile, et ben vous serez fort avec cette même variante en statique. Bon, cependant, il vous faudra quand même des exercices de statique pour optimiser votre potentiel, donc en apprenant vraiment le bon placement, la bonne forme, etc. Mais s'il doit y avoir un seul exercice, ce serait plutôt des exercices dynamiques pour deux raisons. Déjà parce que pour les gains de masse musculaire, c'est plus intéressant. C'est désormais sûr, c'est avéré scientifiquement que les dynamiques, ça fonctionne mieux pour gagner en masse musculaire que les isométriques. Donc première chose,
pardon, vous gagnez plus de masse musculaire. Et deuxième chose, le souci avec les statiques, c'est que vous gagnez de la force que dans cette amplitude-là. Il me semble que vous gagnez de la force dans 30 degrés d'amplitude articulaire autour de votre position statique. Donc lorsque vous êtes en front, vous gagnez de la force jusqu'à 15 degrés de flexion d'épaule, donc au-dessus de votre position, et jusqu'à 15 degrés d'extension d'épaule en dessous de votre position du front lever. Donc en fait, vous avez un petit gain de force dans les autres amplitudes, mais c'est vraiment très spécifique à l'amplitude isométrique que vous travaillez. Donc le meilleur exercice front, c'est certainement les front lever raises, mais le mieux, ça reste d'avoir plusieurs variantes de front. Mais en fait, vous ferez 95% du travail en ayant des front lever raises et des holds et des front lever isométriques. Et ensuite, en accessoire, vous pouvez faire des scapula pull-up, mais exagérés, avec un peu d'extension d'épaule, comme si vous commenciez à faire une front lever raises. Donc en se concentrant cette fois-ci un petit peu plus sur l'adduction, donc la rétraction des scapulas, que sur l'abaissement, mais il y a aussi de l'abaissement. Alors que souvent sur les scapula pull-up classiques, c'est un mouvement très vertical, donc on se concentre plutôt sur l'abaissement et un petit peu moins sur la rétraction. Donc c'est un bon exercice accessoire. Et aussi devenir uniquement très fort en traction. Donc pull-up et chin-up, ça va vous donner un gros dos d'orang-outan pour être très fort en front lever. Parce que naturellement, si vous avez plus de masse musculaire, vous serez plus fort. Clin d'œil. Allez voir mon mémoire de fin d'études. J'ai écrit 36 pages sur le sujet. C'est dans ma description Instagram actuellement. Ouais, sorti à l'instant, là, tout frais. Sorti à l'instant, c'est tout frais, les frérots. Vous allez lire quelque chose d'intéressant pour vous dire de faire des tractions pour être fort en front lever. Ouais, c'est un truc qu'on parle depuis quelques temps dans notre podcast aussi, surtout on a fait tous les deux des cycles un peu de masse, puis de force et puis de skill. Et donc on est pas mal penché sur ce sujet-là depuis quelques temps. Donc, Mais cependant, vous n'êtes pas obligé de faire des cycles de masse, de force et de skill. Ouais. En fait, souvent c'est préférable parce que si vous voulez tout faire à la fois, vous allez rien faire à la fois en fait. Ou alors vous allez faire 40 séries par semaine et par groupe musculaire et vous allez mourir et vous blesser. Mais vous pouvez très bien combiner les deux à la fois. Ce sera potentiellement le sujet de la prochaine vidéo d'Alexandre. Spoiler. Ici, on en profite, on place tous nos. Hashtag placement de produit, hashtag l'argent des abonnés, hashtag la célébrité. Mais vous pouvez très bien, au sein d'une même semaine, avoir du travail productif sur votre action et sur votre front lever en même temps. Et sur le long terme, les gains que vous ferez sur votre action lestée, votre action poids de corps, disons, vont vous faire gagner un petit peu de masse musculaire qui, en parallèle, vont vous permettre de mieux alimenter vos progrès sur le front lever. Donc, pour conclure, meilleur exofront, certainement des front lever raises, potentiellement en ajoutant de l'isométrique pendant la répétition, comme a dit Alexandre. Moi, je préfère garder séparés les deux exercices parce qu'avec l'avancée de la fatigue, peut-être que vous allez peut-être tricher votre exécution, mais pas tellement, ce sera plutôt vous allez tricher votre phase excentrique ou votre phase concentrique, pardon. L'isométrique, ça ne changera pas tellement. Donc, je recommande de séparer les deux, mais vraiment le meilleur exercice, le GOAT, le greatest of all time, c'est les front lever raises pour le front. Ouais, moi je dirais, quand tu disais aussi être une machine en dynamique, front lever raises sans tricher, quoi. Parce que souvent on voit un bon petit momentum, le gars qui se balance, et on sait faire facilement 5-10 répétitions de front lever raises sans tenir un front. Donc, mais si vous arrivez à faire un front lever raises, je dirais au ralenti avec un tempo de 5 secondes sur la montée, à tous les coups vous avez un front lever. Et Alors oui, front lever raises, tu parles du front lever raises en s'arrêtant à la position du front ou jusqu'en haut de la barre. Ouais, voilà. peu importe, mais plutôt jusqu'en haut, ouais. Ouais. Plutôt jusqu'en haut. Je dirais aussi parce que jusqu'à la position, c'est souvent. Sauf si on fait une pause en isométrique, là c'est extrêmement dur et c'est très intéressant aussi. Ah ouais, surtout que, comme a dit Alexandre, en fait, on voit parfois des gens faire des petites singeries à vraiment se balancer pour monter le tuck front lever raises. Parce qu'en fait, il y a deux choses qui vous rendent bien plus fort en faisant ça. Déjà, en bas, vous pouvez utiliser un petit réflexe myotatique où vous balancez un petit peu pour étirer brièvement le grand dorsal, ce qui peut vous aider à, entre guillemets, rebondir. Donc, c'est
le stretch reflex en anglais, le réflexe myotatique. Et aussi, deuxième chose, mécaniquement, la position la plus dure en front lever, c'est lorsque votre centre de gravité sera le plus éloigné possible de vos épaules, donc qui est l'axe de rotation, sur le plan horizontal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes à l'horizontale, votre corps à l'horizontale, c'est dans cette position du front lever raises de toute l'amplitude que votre centre de gravité est le plus loin des épaules. Donc c'est là que l'amplitude, enfin c'est cette amplitude qui est la plus dure. Et l'amplitude la plus facile, bah, c'est soit tout en bas, soit tout en haut. Et ce qui peut se passer, en plus de combiner le réflexe myotatique, lorsque vous êtes en bas, c'est que c'est une amplitude assez facile et vous envoyez vraiment fort et ça vous donne de la vitesse et du coup un petit peu d'élan pour vous aider ensuite dans la phase la plus difficile. Donc pensez à faire vos front lever raises en partant déjà d'un dead hang vraiment strict et pas d'avancée. Donc vous êtes en dead hang, vous engagez les scapulas via un abaissement et une rétraction et même en volontairement ralentissant votre phase concentrique, alors que c'est quelque chose qu'on ne recommande pas trop parce que des phases concentriques plus explosives, ça mène souvent à des meilleurs gains de force. Mais bon, c'est aussi un petit peu plus dangereux, donc ça dépend de vos risques de blessures, tout ça. De vos blessures, pardon, actuelles. Oui, donc vos tuck front lever raises, faites-les lentement, parce que sinon, trop d'élan lancé depuis le début parce que c'est mécaniquement facile, et également trop de triche avec le réflexe myotatique. Enfin, parfois, on voit des mecs qui font des répétitions, des tonnes de répétitions, mais tu vois leurs épaules qui vont pas vers l'arrière. Du coup, ils s'engagent même pas et ils utilisent à fond ce réflexe. Et un bon indicateur, c'est donc aussi de tirer un petit peu les épaules et d'arriver dans une position qui ressemble à un prone lever et pas juste être avec les bras à la perpendiculaire de la barre et juste, juste Ouais. envoyer. Enfin, en fait, ouais, faut penser bah, un peu comme quand on planche, quand on pense à Ouais, lean vers l'avant, là, faut lean vers l'arrière. Et d'ailleurs, voilà, ça c'est marche ça. aussi pour le back lever. J'ai découvert ça avec lui il y a quelques mois, mais c'est intéressant de penser sur le back lever à lean vers l'avant, en fait. Ouais, Ça vous évitera en partie d'être en banane. C'est une bonne indication. yes. Le lean, c'est la vie. Ensuite, prochaine question, toujours dans le même style. Donc là, c'est Dorian qui nous pose la question. Donc, quel est le meilleur exercice pour l'impossible dips? Alors oui, l'impossible dip, c'est un move qu'on travaille pas beaucoup, mais c'est un move très cool. C'est un move que j'aime bien. J'aime, j'aime beaucoup. Alors, je pense que le meilleur moyen d'entraîner l'impossible dips, c'est de le faire avec une bande élastique. Parce que c'est un mouvement tellement spécial, tellement unique, que si on utilise une autre variante qu'une variante aménagée de l'impossible dips, donc quand je dis variante aménagée, c'est soit à la bande élastique, soit si vous avez une poulie, une Dream Machine, je crois que ça s'appelle, Ouais, une dream ce qu'ont machine. parfois certains gymnastes, si vous avez un harnais au niveau des hanches le plus souvent, et c'est quelque chose qui vous tire vers le haut, en fait, qui vous déleste de X kilos comme vous voulez, c'est parfait pour les maltaises, et les victorianes, les croix de fer, ce genre de trucs. Bon, la majorité des gens sur Terre n'auront pas accès à ce genre d'équipement fabuleux, donc ce sera plutôt une bande élastique pour l'impossible dips. Je recommande une bande élastique parce que vous n'allez pas devenir bon en impossible dips si vous faites des situations très différentes dans l'impossible dips. Bien sûr, avoir des triceps énormes, ça va vous aider, donc tous les exercices d'hypertrophie des triceps vont être sympatoches, mais vous n'allez pas débloquer directement un impossible dips en étant juste brutalement fort sur le reste. Ou alors, bon, c'est très rare et ce ne sera pas le meilleur chemin. Ça va vous prendre beaucoup trop de temps d'attendre d'avoir 30 handstand push-up et puis 10 dips à 100 kg pour avoir votre impossible dips gratuitement. Donc, je pense que le travailler à la bande élastique, c'est le mieux. Et séparément, ensuite, travailler des exercices d'isolation des triceps, certainement particulièrement des exercices du type triceps push-down, donc avec le coude le long du corps, ce qui est une particularité avec les triceps. Les triceps, c'est un groupe musculaire polyarticulaire. Donc on a trois muscles dans les triceps. Ils s'attachent tous Trois chefs. sur l'avant-bras, bien sûr. Et ensuite, il y a, dans ces trois chefs-là, il y a le vaste latéral, le vaste médial. Donc ces deux-là finissent sur l'humérus. Je ne sais plus l'insertion exacte. Et la longue portion du triceps est polyarticulaire et s'attache vers l'épaule en fait et s'attache sur le tubercule infraglénoïdien de la scapula, ce qui fait que la longue portion des triceps a un rôle d'extension d'épaule. Donc l'extension d'épaule, on le rappelle, c'est faire passer le bras de au-dessus de votre tête à derrière vous, ou alors de devant vous à derrière vous, peu importe. C'est un mouvement dans ce sens-là. Et c'est pour ça que
La longue portion est très importante en impossible dips, parce qu'en impossible dips, la gravité a envie de vous ouvrir le coude, en fait, de vous faire tomber en arrière et que votre coude se ferme. Donc en fait, faut lutter lors de la phase concentrique, bien sûr pour tendre le coude, mais la gravité a aussi envie que vous alliez en, en flexion d'épaule. Pardon. Donc faut lutter activement pour pas que le coude se barre. Attends, je me suis perdu dans l'explication. Non, voilà. Oui, faut lutter activement pour pas que le coude se barre vers l'avant. Parce que, en fait, ce qui différencie l'impossible dips du dips classique, le critère d'exécution, à ma connaissance, c'est que l'épaule ne passe pas devant le coude, en fait. Ouais. Donc, ce qui fait que vous allez avoir les épaules qui seront en arrière du corps, plus souvent, ou du moins en arrière du coude, et votre corps va avoir envie de tomber du coup, sur l'arrière si vos épaules sont derrière le coude, ce qui va faire que si votre corps tombe en arrière pendant que votre coude reste fixe, vous avez votre coude qui part du coup vers l'avant, donc en flexion d'épaule. Donc vous faites une extension d'épaule pour lutter contre le mouvement. Voilà, mon cerveau a un petit peu bégayé, c'était compliqué, mais c'était parce que c'est un mouvement en chaîne cinétique fermée et que ça casse les couilles. Voilà. Alexandre, quel est le meilleur exercice pour un impossible dips? Alors, tu parlais de bande élastique. Puis, comme tu disais, moi j'ai remarqué aussi que beaucoup de mecs qui ont des dips à 100 et 100 kilos et plus, en général, ont des facilités là-dessus, ou des gros plancheurs de l'espace assez légers, donc sans trop le bosser spécifiquement. Vraiment avoir un ratio force poids assez énorme. Mais ensuite, vraiment, donc c'est un mouvement hyper spécifique. Donc, ouais, comme Morgane l'a dit, c'est vraiment un exercice où on a besoin d'être ultra spécifique. Donc, peut-être faire des excentriques, des impossible dips excentriques. Euh, Par exemple, un partenaire pourrait mettre ou faire des partial reps, donc des reps partiels. Par exemple, mettre un bloc sur ta barre et essayer de venir toucher avec le coude. Et puis là, ça te permettrait de faire un peu plus de volume là-dessus. Puis ouais, tout ce qui était push down, ça j'aime bien aussi. Euh, ouais, donc vraiment, je trouve que les reps partiels, l'excentrique, élastique, c'est vraiment pas mal pour cet exercice-là. C'est un exercice, je suis d'accord, il est classe, il est bien, il est beau, ça a de la gueule quand on le fait. Surtout quand on passe à des variantes plus dures encore, faire un impossible dips presque en victorienne ou quoi, là c'est monstrueux. Ou en V-sit, en L-sit, en équerre, c'est déjà bien aussi. Donc c'est intéressant. Je pense il y a peut-être une composante aussi de renforcer un peu l'arrière d'épaule là-dessus. Je crois que ça pourrait être intéressant aussi. Ouais, Euh, parce Bosser que un peu le. comme vers le mana, tu vois, par exemple, essayer de faire des progressions où tu vas travailler pas mal cette extension d'épaule vers l'arrière en étant en appui. Enfin, en appui, je pense que ça peut être pas mal d'avancer le centre de gravité du corps vers l'avant. Et donc là, ça pourrait être intéressant de travailler, par exemple, être fort en L-sit, bosser, avoir son V-sit, je pense que ça pourrait peut-être aider en accessoire, je dirais. Puis même son mana, si tu as un très bon mana, je pense que tu n'auras pas trop de mal à avoir un bon Impossible Dips. Et donc voilà, après je suis pas hyper fan de cet exercice-là parce que je trouve qu'il va pas te développer beaucoup pour d'autres exercices. Donc par exemple en étant très fort en dips, tu aurais beaucoup de facilité sur des handstand push-ups, peut-être la planche, des choses comme ça, dans une moindre mesure, mais en étant très fort en impossible dips, en bossant spécifiquement ton impossible dips, je pense que tu perds peut-être du temps et des gains potentiels sur d'autres exercices comme la planche ou des autres ou des handstand push-ups, même s'il y a toujours des muscles qui vont travailler en synergie évidemment. Donc voilà. Et alors, on a parlé de l'arrière d'épaule, on a parlé de la longue portion du triceps. Euh, Il y a un autre groupe musculaire qui fait l'extension d'épaule, c'est le grand dorsal aussi. Ouais. Mais le grand dorsal, il n'est pas très actif en V-sit, il est un peu actif en L-sit, mais il n'est pas trop actif en, euh, en impossible dips. Parce que le grand dorsal, vu son positionnement anatomique, en fait, il réalise l'extension d'épaule, mais certainement que jusqu'à ce que votre coude soit le long du corps. Puisqu'il est, enfin, on comprend ça quand on y pense et qu'on voit qu'il est également adducteur. En fait, ce que fait le grand dorsal, c'est rapprocher votre coude de votre oblique
quasiment peu importe quelle est la position de, euh, de votre coude, quoi. Donc en fait, lorsque vous avez déjà le coude en arrière du corps, le grand dorsal va pas tellement réaliser de l'extension d'épaule. Et c'est aussi pour cette raison-là, par exemple, que sur du rowing, le haut de l'amplitude est vraiment dur, surtout si vous allez très loin au niveau de l'amplitude, donc avec, disons, les mains qui touchent les pecs. Si vous êtes sur un rowing aux anneaux ou la barre qui touche le bas des pecs, par exemple, si vous faites du Penleiro, puisque dans ces positions-là, le grand dorsal, il est entièrement raccourci, donc entièrement contracté, et voire même, il réalise plus tellement l'extension d'épaule si votre coude est déjà derrière le corps. Donc, sur un possible dips, le grand dorsal, il fait pas grand-chose, quoi. Il fait peut-être un peu d'abaissement, peut-être un peu d'abaissement des scapulaires et encore. Ouais, je suis d'accord. Ok, donc on va passer à la prochaine question. Donc, il y a Lucas Listenix qui nous demande est-ce qu'on peut s'entraîner en one arm handstand tous les jours et en début ou en fin d'entraînement skill. Je commence à y répondre. Ouais. Ok, donc si vous connaissez un petit peu notre opinion sur la handstand, c'est un mouvement moteur. Une fois qu'on est assez avancé, c'est pas un exercice qui va travailler vraiment qui va nous solliciter musculairement, nerveusement. Il va falloir quand même garder une certaine fraîcheur mentale pour apprendre au mieux cet apprentissage technique. Il y a tout un conditionnement d'épaule évidemment qui se fait. Mais on sait que les balancers, les one-arm man balancers de haut niveau s'entraînent 2 voire 4 heures par jour, tous les jours quasiment. Et après, ce qu'il y a, c'est que eux combinent pas d'entraînement skill forcément avec. Et donc, nous, on va avoir prendre ça en compte. Donc, je pense qu'on va être limité. On va pas pouvoir, à moins que vous soyez vraiment à moins que vous ayez des capacités de récupération assez élevées, on ne pourra pas s'entraîner comme eux 2 à 4 heures par jour tous les jours. De plus, il faut avoir un très bon handstand de base. Et donc, ça, souvent, c'est ce qu'on remarque que les pratiquants de workout de calisthénie n'ont pas trop. C'est qu'on passe souvent les étapes. On a des bananes, des handstands en banane. Après, si tu as vraiment un handstand très décent avec, je dirais que tu arrives à tenir un prérequis comme ça, hein, peut-être 5 séries de 60 secondes hyper strictes et que tu commences à maîtriser un peu les autres progressions vers le one arm, les shapes de base de handstand, tuck et tout, donc c'est que tu as déjà un très bon niveau en handstand et que oui, du coup, oui, tu pourrais clairement le bosser tous les jours, je dirais. Peut-être laisser quand même un jour ou deux de récupération, puis parfois, on voit même les balancers qui bossent tous les jours pendant X temps et puis qui laissent 3-4 jours off carrément parce que chaque fois qu'on sollicite quelque chose, il faut parfois un peu laisser de la récupération, redescendre le volume là-dessus ou parfois repasser à des basiques. Donc, je pense que même eux, souvent, ne font pas que du one arm tous les jours. Je crois qu'ils font parfois du one arm, parfois ils font des shapes différentes. Il y a plusieurs composantes aussi. Parfois, ils font du flag, parfois, ils font du body alignement, font des presses pour vraiment gérer un petit peu toutes ces composantes du handstand, lutter contre un peu le surbalancement ou le sous-balancement, souvent c'est plutôt celui-là qui vient. Suréquilibre, plutôt. Suréquilibre, sous-équilibre. Suréquilibre ou sous-équilibre. Plutôt que sous-balancement, surbalancement. Je ne pourrais plus le terme en français. Et donc, moi je pense que si tu as un objectif, si tu as déjà un bon handstand et que tu fais beaucoup d'entraînement skill à côté, ben, le bosser 2 heures avant ton entraînement, tu vas faire un entraînement de merde juste après. Donc, bosse-le, mets un petit timer, quoi. Je crois que si tu débutes un peu sur skill, mets un petit timer, commence-le avant ton entraînement, jamais à la fin, parce qu'à la fin, tu auras vraiment de la fatigue et donc tu seras pas du tout dans un état d'apprentissage, on va dire. Sauf si ton objectif c'est de le réaliser en étant fatigué et on va dire que tu le maîtrises déjà assez ou que tu le touches presque. Mais bon, voilà. Donc si tu n'as pas le choix, mets-le avant ton entraînement. Si tu as le choix, essaie de le mettre en dehors de ton entraînement. Surtout en ce moment, là on a beaucoup de temps, donc vraiment profites-en pour le bosser peut-être un peu plus. Et après, même si tu le mets en dehors et que tu fais un entraînement de force régulier avec, essaie de pas de le bosser 4 heures, 2 à 4 heures. Mais bosse-le 1 heure, fais des séances d'1 heure, 1 heure et demie max en même temps. Et donc,
Voilà, en début d'entraînement, moi je le bosserai peut-être 30 minutes maximum si tu as envie de progresser décemment sur tes skills aussi, quoi. Donc, c'est une petite règle. Et puis, comme je t'ai dit, essaye peut-être d'alterner, pas le lancer tout le temps au one arm, essaye de parfois varier un petit peu les shapes ou des autres choses où tu aurais plus de lacunes. Donc, je sais pas ce que tu en penses, Morgan. Ouais, bah déjà, le handstand, c'est toujours avant l'entraînement, hein, idéalement, ou même le matin, si tu peux. Mais bon, la majorité du temps, les gens peuvent pas. Et même le faire en début de séance, ça fait l'affaire, ça vous fatigue pas tellement pour le reste de la séance. Puisque le handstand, c'est une position qu'on retrouve pas tellement dans d'autres mouvements, quoi. Un mouvement un petit peu de pousser en flexion totale d'épaule. C'est un mouvement qui requiert beaucoup de force, à moins que vous fassiez des tucks, des seven, des presses, et beaucoup de one arm, parce que le one arm en vrai est assez taxant et ça requiert pas mal de force d'élévation, ce qui peut carrément vous fumer les trapèzes. Mais si vous voulez en faire, faites-en avant vos séances ou séparément. Et ouais, bon, une demi-heure, même si c'est un gros objectif pour vous, même une heure. Même une heure si vous avez une séance qui suit. Et vous pouvez faire bon, encore peut-être un peu plus si vous avez une séance uniquement dédiée au handstand. Et profitez-en pour prendre beaucoup de repos, pour bien filmer beaucoup de vos essais, pour voir vos formes et pour bien réfléchir avant de lancer le handstand suivant. D'ailleurs, j'aime pas trop le terme lancer puisque ça voudrait dire que tu kick up et tu pries pour que ça tienne alors que ça doit être totalement contrôlé. Et d'un essai à un autre, réfléchissez à ce qui vous a fait tomber lors de la série dernière, ou même le mieux, c'est de jamais tomber, en fait, c'est de descendre volontairement du handstand. Comme ça, vous prenez pas de bonnes habitudes. Et si vous tombez beaucoup dans une séance handstand, bah, c'est pas bon signe. C'est que vous êtes fatigué, vous voulez faire trop, ou que vous êtes sur des éléments qui sont pas du tout de votre niveau, donc que c'est pas productif. Voilà, dédicace à tous ceux qui tentent des one-arm handstand de banane après 3 mois d'entraînement. Non, vous n'aurez jamais le one arm en fait. Vous n'aurez jamais le one arm, vous allez vous blesser. Et je vous fais beaucoup de bisous. Voilà. Vous allez mourir. Laissez-vous Donc, bien. ouais, blessez-vous bien, les frérots. Ouais, et pour le one arm, faut pas en tenter. Bon, c'est marrant d'en tenter une fois par semaine, comme ça, pour voir un petit peu l'évolution des progrès. Et si on a la chance, c'est toujours rigolo. Euh, mais vous n'allez Si vous pas avez le avoir le one one arm, arm en tentant des one arm uniquement. Faut faire des tucks, faut faire des seven. La presse, c'est pas obligatoire, mais ça peut aider. Et faut travailler vos shapes, faut travailler votre alignement, et il faut travailler votre force aussi avec pas mal de seven. Parce que rendez-vous compte, en fait, tout votre poids de corps sur un seul trapèze, c'est compliqué, en fait. Voilà. Et essayez de prendre un haltère qui fait tout votre poids de corps et de le tenir au-dessus de votre tête, c'est compliqué, hein, en fait. Ça requiert pas mal de force, le one arm handstand. Le handstand à deux bras, pas tellement. Au bout de quelques mois d'entraînement, vous serez assez bien, mais le one arm, c'est assez taxant si vous prenez cet objectif assez sérieusement et vous devrez prendre cet objectif assez sérieusement parce que sinon vous n'aurez pas de one arm handstand dans votre vie, hein. Ouais. Ouais, c'est un objectif qu'il faut s'y consacrer quand même quasiment à temps plein et parfois délaisser ses skills. Sauf si vous êtes vraiment une brute parfois. Parce que surtout parfois on voit un peu les mecs de street workout qui tapent des one arm handstand un peu en mode planche. Et vraiment des brutes quoi, mais en général on n'est pas, pas comme ça. Donc on va s'activer un petit peu parce que j'avais pas un temps limité pour ce podcast. Allez, allez, on donne des réponses trop complètes apparemment. Voilà, ça va, on est bon, on est bon. On a quand même bien complété cette réponse. Donc là, on a quelques questions un petit peu de préférence. Ça va peut-être un peu pimenter le podcast et donc ça va être marrant, ça va être un peu plus sympa. Donc il y a Thibaut qui est déjà venu ici sur le podcast, donc Smart and Strong. Ah d'ailleurs, je voulais vous dire juste pour le One Arm Handstand, on a parlé pas mal aussi dans le podcast d'avant avec Martin, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et donc ouais, une petite parenthèse. Et maintenant il y a Thibaut justement qui était venu aussi comme invité sur notre podcast, donc Smart and Strong, donc qui fait de l'haltérophilie. Il nous demande est-ce que on préférerait avoir un dips à 150 kg ou un squat à 280 kg? Quel dilemme. Eh bien, je prendrais le dips, même si le squat est cool. Mais en fait, je suis meilleur en squat qu'en dips. Je suis vraiment un chameau en dips, en fait. Bon, je suis moins un chameau en squat, donc je préférerais d'être moins immonde en dips plutôt que d'être moins correct en squat pour me rééquilibrer un petit peu.
Même si le squat à 280 serait sympa. Mais c'est trop éloigné de mes objectifs. Hein. Ouais. Même chose pour moi. Donc, je préfère commencer le calisthenics pour avoir la plus de force sur le haut du corps. Donc, je trouve ça. Je préfère, euh, je préfère être bon sur le haut du corps, quoi. Donc, juste pour ça. Après, avec le temps, on apprend à apprécier un peu à être bon sur le bas aussi et à être correct. Mais moi, je suis une chèvre sur le squat, donc peut-être que ça montera jamais à 280, mais le dips non plus, je pense pas. Mais donc voilà, si on avait le choix, je préférais quand même. J'imagine pas avoir avec un dips 350 ce que ça donnerait sur sur d'autres exos et donc le potentiel de force qu'on aurait. Ok, donc toujours dans le même style, donc devenir un maître en handstand, donc taper des one arm et tout, mais pas avoir de pied. Ou alors ne pas savoir faire un handstand, mais conserver ses jambes, conserver ses pieds. Ah, c'est. Je préférerais bien sûr ne pas avoir de pieds. Non, je préférerais bien sûr avoir des pieds et avoir pas de handstand, hein, parce que marcher, c'est quand même quelque chose que j'aime bien faire. Je m'en sers. Je marche quasi quotidiennement, donc c'est une activité importante de ma vie. Donc je pense que je choisirais quand même d'avoir des pieds, même si j'aime beaucoup le handstand, au moins avec des pieds. Je pourrais faire du tennis, je Ouais, pourrais tu pourras plus faire me de pied. déplacer sans avoir l'air d'un grand malade mental. Voilà. Et tu pourras plus faire de squat non plus avec sans les pieds, donc Et oui, je ne pourrais plus faire le squat non plus, donc je ce choisis serait bizarre. le tennis ball et le squat. Et la locomotion. Ouais, même chose, hein, du coup. Ah, T'es encore... bizarre. Étonnant. Bah, Pour le coup, la question, la réponse ne se pose pas. Ok, donc prochaine, gagner 10 kilos et être monstrueux en soulevé de terre, ou alors perdre 10 kilos et être monstrueux en statique. Donc taper des maltis, voilà. ah, je préférerais être monstrueux en statique, parce que c'est quand même plus l'identité de ce que je fais, et que le soulevé de terre, j'aime pas trop même. Genre des trois powerlift, je préfère le squat, puis le bench, puis le soulevé de terre. Le soulevé de terre, j'aime pas trop. Donc je préférerais perdre 10 kilos et être monstrueux en statique. Même si jamais le prendre 10 kilos, c'était être monstrueux en lifting, ce serait sympa aussi, mais si ces 10 kilos me ferait perdre en perf en statique, ce serait pas dingue. Quoique, si c'est uniquement du muscle, eh bien, vous allez le savoir en lisant mon mémoire. Si c'est uniquement du muscle, vous allez gagner plus de force que vous n'allez prendre de poids, donc votre force relative va quand même progresser et vous serez donc excellent en dips et en planche. Ouais. Dédicace à moi-même. Voilà. Ouais, j'irais un peu la même chose. Si je peux prendre. Ça dépend, c'est quoi être monstrueux en soulevé de terre. Parce que si tu peux avoir un soulevé de terre tellement énorme qu'il aura un transfert de dingue sur ton dos et que tu peux taper tous les mouvements de tirage, avoir une traction à 100 kilos avec et du coup être monstrueux en statique. Après, le problème de prendre 10 kilos, c'est que souvent, et en soulevé de terre en général, il faut quand même être un peu fat. Donc, et puis, ouais, comme Morgan, l'identité, l'objectif principal et pourquoi on a commencé ce sport, c'était surtout pour les mouvements de poids du corps, la force pure et dure sur le haut du corps. Les bonnes Et singeries, quoi. voilà, les bonnes tractions de main, handstand push-up, planche et tout. Donc voilà, je crois que ça passe quand même au-dessus du soulevé de terre. Et puis avec mon poids actuel, bah, ce serait quand même bien de redescendre un petit peu plus bas plus tard, mais quand on aura bien construit assez de muscles d'adaptation. Hashtag permabulk. Dreamer bulk. Voilà, Ah oui, alors d'ailleurs, ce qui est marrant, je crois qu'ils en avaient parlé dans un podcast, peut-être le Stronger by Science podcast, non, je crois pas. Alors en fait, le Dreamer Bulk, qu'est-ce que c'est? C'est quand on fait un bulk 12 mois sur 12, donc on est en prise de masse tout le temps en fait. Mais les gens pensent que c'est Dreamer Bulk, en mode c'est le rêve de la prise de masse, la prise de masse fantasmée, en mode ah, c'est génial, on mange comme un gros porc, on est gros. Mais en fait, c'est pas Dreamer par rapport au mot rêveur, c'est Dreamer par rapport, c'était le nom, je crois, d'un modérateur sur bodybuilding.com ou simplement d'un mec qui publiait sur bodybuilding.com qui lui était tout le temps en bulk en fait. Il était tout le temps en bulk et genre il était gros et les gens se foutaient de sa gueule. Et c'était bah, du coup lui, le mec qui s'appelait Dreamer, le Dreamer bulk en fait. Mais ça n'a pas de rapport avec le terme Dreamer, c'est un rêveur.
Oh, c'est génial la prise de masse. Voilà, c'est par rapport au pseudonyme d'un mec. Ah, je savais même pas. C'est dingue. Moi, je comprenais ça, et je crois que c'est comme ça qu'il le dit, dans le sens, tu fais une prise de masse, mais tu te rends pas compte que tu deviens gras, tu vois. Donc, Oui. ouais, c'est ça, ouais, c'est comme ça qu'ils le prennent. Donc, ouais, tu fais ta prise de masse et tout, t'es là, tu regardes dans le miroir, je suis bien, je suis bien, je suis Oh, bien. je suis énorme. Et puis, tu fais ça pendant un an ou deux, et puis d'un coup, du jour au lendemain, tu vois que tu es hyper fat. Tu as quelqu'un qui te fait rendre compte que tu veux pas admettre que tu deviens fat, en fait. Et du coup, tu es bien dans ta prise de masse, et d'un coup, bah, on te dit que tu es trop gros, et tu t'en rends compte. Et en calisthenics, tu t'en rends compte un peu trop vite. Donc, c'est peut-être. Et puis, les objectifs physiques là-dessus, on s'en fout un peu. Donc, bon. Ok. Ensuite, donc, notre source de protéines végétales préférée. Alors, je ne consomme pas volontairement des protéines végétales. J'ai des protéines végétales résiduelles, par exemple, dans de l'avoine. Cependant, quelque chose d'intéressant, c'est que tous mes repas ne sont pas sur de la viande ou du poisson. Et même, ça m'arrive souvent de faire des vidéos pas du tout, de faire des journées, aucun rapport, je suis totalement bourré. Ça m'arrive de faire des journées sans viande ni poisson du tout, même involontairement, parce que j'ai beaucoup de repas, c'est par exemple des œufs, ou ça peut être peut-être des pancakes, ou alors c'est un porridge avec de l'avoine et de la whey, ou alors c'est du fromage blanc, des fruits rouges, une banane, du miel. Donc il y a plein d'alternatives à la viande et au poisson. Et c'est involontairement, je me dis même pas, je veux pas consommer de viande et de poisson. C'est involontairement que j'ai beaucoup de mes protéines qui sont de qualité, puisque la whey et les œufs et les produits laitiers, c'est des bonnes sources de protéines au niveau de l'aminogramme. C'est assez bien assimilé. Euh, mais du coup, ça me permet indirectement de consommer moins de poissons et de viande, et c'est potentiellement bien pour l'écologie. Hein, j'en sais rien, voilà, je suis peu et tout expert en la matière. On est moins pire dans d'autres domaines, mais ne nous parlez pas d'écologie, s'il vous plaît. Voilà, on est atroce. Voilà. C'est vrai que Et toi, Alexandre, est-ce que tu manges des lentilles? bah, j'ai fait un mois vegan, donc j'ai expérimenté un petit peu ça. J'ai fait un petit peu les combinaisons pour avoir un aminogramme complet, riz plus lentilles, pois chiches et haricots. Ouais, je sais Il plus en a c'était dans le quoi. ciboulot. Du coup, j'ai testé un petit peu tout ça, et on avait justement fait un podcast avec Thibaut là-dessus. Ouais, donc bah, je dirais que j'ai pas vraiment de source. Je me dis pas qu'il y a des sources plus optimales que d'autres en protéines végétales. Moi, je trouve qu'il y en a certaines où il y a certains. Je pense qu'il y a les. Donc, par exemple, si dans les suppléments alimentaires, tu avais les protéines de chanvre qui étaient sympathiques, celles de pois, je pense, qui étaient un peu plus. Finalement, avant, elles se digéraient un petit peu moins, et maintenant, elles commencent à être correctes, et je crois qu'on les digère un petit peu mieux. Et l'aminogramme est justement plus intéressant que certaines autres sources de protéines végétales aussi. Donc c'était intéressant d'avoir des alternatives là-dessus. Bah, il y a moyen de se renseigner un peu sur la question pour avoir des aminogrammes un peu complets. Puis j'ai vu aussi que récemment on disait souvent que les régimes végétariens manquaient un peu de B12. Et bah, apparemment dans le soja, il y a quand même beaucoup de B12. Donc boire beaucoup de lait de soja, ça peut être intéressant. Ou des yaourts de soja. Après, je suis pas sûr que ça soit les mêmes, que tu puisses l'assimiler aussi bien qu'avec de la viande ou autre chose, mais Ouais. Parce qu'il y a pas mal. Bon, après, c'est pas le truc le plus important de la Terre, mais dans beaucoup de céréales, bon, le soja, ce n'est pas une céréale, mais dans beaucoup de céréales, il y a pas mal d'antinutriments, donc c'est des phytonutriments. Donc, phytonutriments, c'est-à-dire les nutriments des plantes, l'acide pédique. euh, qui en fait empêchent l'assimilation de certains micronutriments, et même, je crois, de certains lipides, donc carrément des calories des lipides, c'est dingue. Parce que en fait, c'est des mécanismes de défense de ces céréales-là. La germe en fait de certaines céréales, c'est leur mécanisme de défense. Simplement, voilà, quand de l'avoine se fait manger par un oiseau, et ben, l'avoine veut que l'oiseau ait mal au bide, et c'est grâce à ces phytonutriments, ces antinutriments, qui sont en fait un peu un mode d'autodéfense dans l'enveloppe, dans le germe de la céréale. Et du coup, bon, en gros, en fait, même si au final ça change pas grand-chose, théoriquement, et c'est un peu vrai aussi, il y a des micronutriments qui sont mal assimilés à cause des phytonutriments
donc des antinutriments, de certaines céréales. Et aussi potentiellement que ce serait via à la haute concentration de fibres qu'il y aurait certains micronutriments qui finiraient peut-être dans les fibres solubles qui se mélangent à l'eau. C'est un petit peu une théorie qu'on perdrait certains micronutriments dans le rejet de ces fibres-là solubles. Bref, ce n'est pas le cadet de vos soucis. Ah, j'adore cette expression. Mais c'est à garder en tête si vous êtes végétarien et que vous mangez des céréales et du riz. Hein, d'ailleurs, vous n'êtes pas en meilleure santé si vous mangez que des céréales et du riz, malgré que vous soyez végétarien, parce que ça ne va pas vous apporter beaucoup de micronutriments. Hein, voilà. Dédicace à mon poteau Flynn, hein, qui mange que des céréales et du riz. Et je mange beaucoup plus de fruits et de légumes que lui, alors qu'il est végétarien. Le pauvre. C'est terrible, ça tourne mal pour le sergent Flynn. Ok, ok. Ensuite, quel est votre cheat meal favori? Je pense qu'avec Morgan et moi, la question ne se pose pas. Je pense qu'on va dire totalement le tacos. Ouais, nous sommes des grands amateurs de tacos. En fait, on On est des s'envoie grands tous les amateurs de week-ends. tacos. Tous les week-ends, on s'envoie des photos de nos tacos. Et non pas des photos de nos bits. Voilà. On s'envoie des photos de tacos. C'est notre chose. On pratique des tacos voilà, fait maison. Pourquoi? Parce que déjà, on est des prolétaires. Ouais. De deux, parce que ils vont comprendre au bout d'un moment, les serveurs de chez Otacos, que c'est bizarre qu'on vienne à chaque fois seul, 5 fois par semaine. Ils vont se dire, eux, ils ont quelques petits soucis psychologiques. Et du coup, on préfère faire ça dans l'ombre, chez nous, pour ne pas être jugé par les individus sociaux qui nous entourent. Et de plus, comme ça, on peut tout à fait manger en grande quantité, à peu cher, et Ouais, avec cher. exactement ce qu'on veut dedans. C'est complètement dingue, en plus d'être une activité créative qui nous épanouit au plus haut point. Ouais, on fait de l'art, on essaie des designs différents, on évalue un petit peu la beauté, la présentation, on se fait des quantités de fou, et en plus ça reste discret, donc vous ne savez pas qu'on en mange, et du coup on reste crédible vis-à-vis de vous, et on a la meilleure diète du monde. Du coup, En fait, les médecins nous détestent lorsqu'on fait une vidéo sur notre alimentation. Bien sûr qu'on va montrer la seule journée sur la semaine qui est irréprochable, parce que sinon, on perdrait toute notre crédibilité. Mais sachez qu'on n'a aucune connaissance en nutrition et qu'on n'a pas de diète. En fait, on mange de la merde. Voilà. Bisous. voilà. Non, Donc, alors, ouais. en dehors des tacos, j'aime bien les sushis, j'aime bien les pizzas, j'aime bien énormément, beaucoup, très fort, les glaces Ben Jerry. Parfait pour observer un petit match de tennis à la cool. Tennis qui n'existe plus, hein, voilà, la saison est stoppée malheureusement. Quoi d'autre qui est sympatoche? Puis des trucs très classiques. Euh, un steak frites, du moule frites, du bœuf bourguignon. Voilà, rendez-moi heureux, envoyez-moi ça par la poste. Un régal. Oui, par Mhm. la poste. Des pâtes bolognaises. Les pâtes bolognaises, c'est décent, c'est cool. Non, ça reste. Voilà, il y a moyen de faire des plats, des repas, des repas assez diètes. Parce que je vais manger ça ce soir et que ça va être violent. Donc, Terrible. donc ouais, les petits desserts. Ou moi j'aime bien les pâtes plates au fromage, des trucs comme ça. Donc, voilà. Sinon, les tacos, je crois que ça reste quand même. Ouais, c'est de la régalade. Hein. Bon, allez, on va passer à la prochaine question. Donc, notre top 3 athlètes de strongman, powerlifting et athlétisme. Je crois qu'on va en dire que un de chaque discipline ou je sais pas. Alors, moi, en power, il y en a deux que je suis. Il y a Taylor Atwood, c'est un moins de 74 kilos. Et là, j'ai retrouvé récemment à sa vidéo, j'ai sous les yeux, sa vidéo de son total, en fait, sur ses 3 lifts, au USAPL Raw National. Donc en plus, c'est en RAW. Le mec fait moins de 74 kilos et il le lift au total 787,5 kilos en fait, sur ces 3 lifts. Ce qui est en fait indécent. Donc, quand votre total, c'est 3 fois votre poids de corps, vous êtes un monstre en fait, parce que ça veut dire que vous avez un bench à 2 fois votre poids de corps, ça veut dire que vous avez un squat à 3 fois et demi votre poids de corps, et ça veut dire que vous avez le coup, ce qui reste. Non, il a un total à 10 fois son poids de corps alors. Ah oui, il a un total à 10 fois son poids de corps. Putain, c'est énorme. Attends, c'est quoi? Regarde, j'ai ses lifts sous les yeux, clac, 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 son squat. Non, c'est incroyable. Voilà, en fait, il a un squat à 285 kilos
il fait 74 kilos. Voilà. C'est-à-dire qu'il a un squat à 3 fois et demi peut-être son poids de corps. Il a un bench à Il a un bench à 195 kg. Il a un bench à 195 kg, tout est normal. Il fait 74 kg. C'est correct. Il a presque un bench à 3 fois pas de corps. Et je crois que le dead, c'est là qu'il est le moins fort. Ah si, ça va, il est pas dégueu. Il a un dead à. Il a un dead à. Est-ce qu'il va passer sa barre à 320? Et non, oh, le nulos, il rate sa barre à 320. Putain, il est nul. Il est vraiment à chier, il est vraiment horrible. Moquez-vous de lui, il a uniquement un dead à 307 kg pour 74 kg poids de corps. Uniquement. C'est Donc, décevant. Taylor Atwood, légendaire, très très robuste le frérot. Et également John Hack, qui je crois étant moins de 83 kg et qui est également extrêmement robuste. Hein, voilà. Bilbo Swaggins, 181 sur Instagram. Voilà. Là, il nous fait au squat des petites séries de 8 à 260 kg. Il est plutôt à l'aise, le frérot. C'est complètement indécent, en fait. Très très lourd. Donc voilà, 2 powerlifters, John Hack et Taylor Atwood. Nickel, nickel. Pas dégueu, quoi. Pas dégueu. Et ensuite, dans les deux disciplines, Strongman, je ne suis pas du tout de Strongman. Et puis ensuite, Streetlifting, bon, il y a des bougs Non, c'était pas qui font des Streetlifting, bonnes c'était. perfs. Ouais. Ah oui, athlétisme, pardon. Ouais, Athlétisme. après, on peut dire. Ah bah, je ne suis pas du tout athlète. Mais ouais, Streetlifting, on a des bons athlètes français. On a le frère Ozod, on a Baki. Bon, on en a déjà parlé. On a déjà parlé d'eux. Ouais. Et toi, mon cher Alexandre Antropovski? Moi, je vais vous décevoir aussi avec ma culture sportive, un petit peu de la force. Donc, je suis pas trop un petit peu ce qui se passe dans ce domaine-là. Donc, en powerlifting, ouais, je connais pas vraiment. Je crois que j'ai déjà vu des filles, des mecs qui soulevaient lourd. Moi, je retiens pas trop souvent leur nom, même si on en parle beaucoup. Il a déclaré, j'ai déjà vu des mecs qui soulevaient lourd. Du coup, je vais parler un peu de ceux que je connais. Donc, j'aime bien Vincent, il est fort. Dilly Beans. Il y a Titi, justement, Thibaut qui pose la question, Smart and Strong. Et puis, Gwendal qui s'est mis au powerlifting, un beer workout, hein, donc, qui est venu sur le podcast aussi. Donc, c'est pas les meilleurs athlètes du monde, hein, mais ils sont en bonne voie. Donc, c'est sympa. Et puis, il y a Guillaume que j'entraîne qui va essayer de monter dans les lifts en Belgique, hein, on verra un petit peu ce que ça donne. Bon, en même temps, en Belgique, vous êtes 5 en fait. Donc, sur tes 3 clients, forcément, il y en a un qui a tapé un podium. Ah, c'est triché. Ok. Ensuite, en strongman, je connais pas grand monde en strongman. Je crois que moi j'aimais bien Patrick Baboumian, là, même s'il avait passé sur Game Changer, c'était pas pour ça que j'aimais bien, c'est parce qu'il avait un petit mindset et tout. Il était assez marrant et il avait tapé un petit record aussi. Ouais. Puis il a participé dans Strength Wars, donc j'aimais encore bien. Tetzel qui était pas mal aussi dans Strength Wars. Puis il y avait des beaux powerlifters aussi, hein, dans Strength Wars, j'aimais bien ceux qui passaient là-dedans. Du coup, voilà, j'ai pas beaucoup de culture, je regarde pas les championnats non plus. Bref. Puis en streetlifting, ouais, Mathieu Zlat, les Français, ceux qui tapent des grosses perfs. J'ai peut-être. Non, voilà. J'aime bien. Ouais, Mika BLN, lui, je l'aime bien encore. Il fait des bons petits trucs. Après, je crois pas que c'est un des meilleurs du monde, hein, mais il partage ce qu'il fait. Il tape du statique aussi. Moi, j'aime bien en général les streetlifters qui tapent du statique, j'aime bien. Donc, sujet de ma prochaine vidéo. Et ceux qui font que du streetlifting, je suis pas hyper fan. Même si c'est des brutes. Et puis athlétisme, ouais, j'ai pas trop voilà, ma culture sportive et du coup j'ai pas vraiment de préférence à ce niveau-là non plus. Ok. Donc pour finir le podcast en beauté, grâce à mon nom sur Instagram, je sais pas comment le russe a fait, les Russes ont fait pour comprendre la question, mais ils nous demandent comment est-ce que ça se passe le confinement pour nous. Donc ils ont dit ça en russe. Je crois que c'était. C'est incroyable.
Kaka Alphayetia Virusum, je sais plus quoi, un truc du style. Donc c'était une phrase du style, j'avais traduit spécialement pour vous. Euh, du coup, ouais, ça se passe bien. On fait, donc on disait tantôt avec Morgan, justement, ben, on chill, on fait des gains, on s'entraîne, on bosse, on termine nos travaux. La vie se passe, hein, le beau temps, les gains, le progrès, le cycle de skill, et voilà. Les tacos, Donc, tacos. les tacos aussi. Donc si le russe nous écoute, Si le j'espère. russe nous écoute, il comprendra pas. Donc, super Voilà. question, Igor. Là, Je suis sûr que tu t'appelles Igor, t'es russe. T'es russe, tu t'appelles Igor. il s'appelait comment encore? C'était Loïc Can, je sais plus. Ah, c'est un faux russe. Il t'a C'était vraiment mytho. Ah non, c'était Loznikov. Loznikov. Ok, ça va, il est crédible. Ok. Et il y a un autre russe qui nous a dit aussi le feu. Donc Le feu, mec, le feu. Attends, il a écrit le feu ou il a fait emoji feu? non, c'était comment encore le nom j'avais Ah, fait- il a dit en russe le feu. Ouais. C'est carrément incroyable, mec. Ouais, c'était Kaknatibia Otrajaï. Bah, c'est pas grave, on s'en fout. Ok. Bon. Voilà, sur cette petite parenthèse, du coup, bah, on vous a dit qu'on allait bien pendant le confinement. On a eu toutes ces questions-là pour cette fois. Finalement, on y a répondu assez brièvement, je trouve. Donc, j'espère qu'on a pu encore vous répondre comme il fallait. J'espère que vous faites aussi des bons progrès pendant ce confinement, que vous écoutez toujours nos podcasts et que vous suivez ce qu'on fait. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de Morgan, qui est en train de percer là, il n'y a pas longtemps. J'ai passé la barre des 400 abonnés, attention. Je vais bientôt rattraper ce bâtard. C'est la guerre entre nous. Et dites-nous si vous avez des questions, si vous voulez qu'on invite encore quelqu'un. Ah oui, ce serait sympa qu'on relance un petit peu le critique ma routine. Là, je pense que ça fait quelques temps. Je sais pas si donc n'hésitez pas à nous envoyer votre routine à Morgane ou à moi sur nos Insta ou sur le podcast ou un autre moyen de En fait, le communication. souci, c'est que progressivement, le concept était de moins en moins bien. Parce que vu qu'on est excellent, les gens faisaient des bons programmes parce que Ouais. ils avaient des bons conseils. Et du coup, à chaque fois, on disait ah bah, c'est bien, mec. T'as écouté le podcast, y a rien à dire. Yes. Yes. Non, mais Donc, c'est bien aussi de même envoyez-nous du si, truc nul. si le programme est bien, c'est comme ça. Faites un truc individualisé quand même, quoi. Pas un truc classique. Ok, Tentez des choses. voilà. Et puis, n'oubliez Surprenez-nous. pas de bien stagner. Comme ça, vous nous envoyez un petit message pour du coaching. Puis, on gagne un maximum d'argent. Parce qu'on fait ça uniquement pour l'argent, en fait. Ouais. C'est clairement ça. Ok. Donc, ben, on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode. Donc, évidemment, l'épisode 20, ça va être. On va essayer de faire une spéciale édition pour vous. La 20e 20 édition. épisodes. C'est dingue. Ça va se fêter. Ok. Et donc, à toutes, les gars.